Suzuki s'attaque à la référence Tracer 7 avec sa nouvelle SV7 GX, une variante routière de sa populaire SV650 lancée en 1999. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Cette nouveauté de 73 chevaux et 211 kg, accessible à deux, s'équipe d'un semi-carénage et d'aspect pratique à partir de 7 999 €. Motonet.com est parti la tester à Montpellier, dans l'Hérault. En route! Alors concrètement, qu'est-ce qui distingue cette nouvelle SV7 GX? D'abord, son habillage sur la partie avant, inspiré de la 1000 GX. On retrouve ces optiques effilées, comme des sourcils froncés, autour d'un lenticulaire. Ça donne de la sportivité à la machine et ma foi, c'est plutôt harmonieux et assez réussi. On apprécie notamment ces écopes qui descendent ici, elles sont bien dessinées, c'est bien intégré, ça ne fait pas rajouter sur la moto. La partie arrière est également redessinée de manière aussi à pouvoir intégrer un porte-paquet de série en tubulaire un petit peu basique. D'ailleurs, lorsqu'on s'attarde sur la moto, on s'aperçoit que le degré de finition, ça fait un petit peu cheap par endroit, notamment au niveau du Neyman ou encore des soudures du passage de la connectique, notamment devant le moteur. Ce moteur, c'est le V-twin de 645 cm3, fidèle au poste depuis les origines de la moto, donc au siècle dernier, je le rappelle. Il n'a pas subi de modification, hormis son passage aux normes Euro 5, qui se traduit notamment par la greffe d'un accélérateur ride-by-wire et 3 cartographies d'injection sélectionnables au guidon. La partie cycle également est exactement la même, c'est-à-dire qu'on a un cadre treillis acier, exactement le même que sur le Roadster. Il n'a pas bougé sur sa géométrie, pas plus d'ailleurs que les trains roulants. En revanche, ce qui change, c'est le réservoir qui gagne un petit peu en capacité. Il passe à 17,4 litres de contenance. On va maintenant s'intéresser davantage aux détails avant de prendre le guidon de cette moto, ici sous le soleil qui cogne dur, du département de l'Hérault, avec de splendides petites routes à la clé. Vous allez voir ça en embarqué. Donc me voilà au guidon de cette SV7 GX et vous voyez, la bulle, je mesure 1,75 m, elle m'arrive sous le menton. Concrètement, lorsqu'on roule, moi j'ai roulé en modulable toute la journée, on a le vent qui est dévié jusqu'au menton, pas plus. Donc c'est difficile de rouler avec la mentonnière ouverte, par exemple, à 90 km/h sur les petites routes. La déflexion au niveau des épaules, pareil, est quand même assez limitée. Donc il n'y a pas, si on veut vraiment tailler la route, il va falloir mettre ce pare-brise en position pour avoir une protection plus en phase avec la vocation routière de la moto. Notez l'intégration de pare-main de série, toujours pratique en l'absence de poignée chauffante d'origine. Autre caractéristique qui trahit la date de conception de cette moto, ce sont ses trains roulants, à commencer par sa fourche télescopique qui n'est pas inversée, contrairement à la plupart de ses rivales, Tracer 7 et Tiger 660 Sport en tête. Ici, on est sur une fourche Kayaba de 41 mm, non réglable, au pied desquels on retrouve des bons vieux étriers axiaux Tokiko, avec des disques de 290 mm. Les durites ne sont pas tressées, bref, c'est un freinage assez basique. On retrouve également ce sentiment à la vue du bras oscillant de section carrée, qui ici, du côté droit, est dissimulé par l'échappement, avec une jolie plaque polie, notez-le. Et malgré tout, on voit quand même que c'est une machine, effectivement, dont la conception remonte. Par exemple, vous voyez là, Suzuki a pris soin d'installer un porte-paquet, ça c'est bien, qui fait également poignée passager, ici. Sauf que, cette structure tubulaire, c'est pareil, elle est quand même assez basique. Notez par ailleurs que ce porte-paquet ne peut supporter qu'un poids de 6 kg. C'est écrit dessus ici sur la petite étiquette. Or, 6 kg, une fois qu'on aura déjà placé un top case, ça fait pas beaucoup. La selle a été redessinée de façon monobloc. Elle est davantage rembourrée que sur le Roadster. Sous cette selle, on trouve un coffre qui est vraiment réduit à sa portion congrue. L'amortisseur que l'on devine ici caché est réglable en précharge, mais il faut sortir la clé à ergot. C'est dommage qu'il n'y ait pas une molette déportée qui nous permettrait ici d'ajuster la précharge. La moto fait également l'impasse de série sur un régulateur de vitesse que l'on va retrouver pourtant sur certaines de ses concurrentes, à commencer par la Yamaha Tracer 7. Cette moto ici, dans cette configuration, s'affiche à 8 299 €. Elle est accessible dès 7 999 €, c'est-à-dire 300 € de moins, mais uniquement en peinture blanche. Allez, on passe au guidon de cette SV7 GX. Un guidon qui, vous le voyez, adopte une forme éloignée des Tracer 7 et autres Tiger, qui lorgnent un petit peu sur le genre trail. Ici, on a un guidon relevé, recourbé vers l'arrière, qui vient à la rencontre du buste. On est vraiment là sur une forme un petit peu plus Roadster GT. Ceux qui ont connu à l'époque des Bandit S, etc., chez Suzuki notamment, seront comme à la maison. Les leviers tombent facilement en main. On regrette juste qu'il n'y ait que celui de frein qui soit réglable, alors que l'embrayage, vous le voyez, n'est pas réglable. Bon,
Ça va parce qu'il est facilement dosable, il est bien placé. Et en plus, comme il y a un shifter bidirectionnel de série, on s'en sert pas trop, d'autant que ce shifter, il est plutôt efficace. Alors là, vous voyez, on va bientôt faire la partie photo et vidéo de cet essai avec le staff Suzuki. Donc avec les collègues, on passe à tour de rôle afin d'être photographié. J'ai choisi ce moment pour prendre la parole, bien parce que le timing est très serré et ça me permet là comme ça de vous présenter la moto au calme, comme disent les jeunes. Alors on a tout de suite accès ici à l'écran TFT couleur, un écran sans fioriture, qui est à l'image finalement de cette moto, c'est-à-dire il est pragmatique, il y a plus grand, il y a plus sophistiqué, mais là toutes les informations sont lisibles d'un seul coup d'œil. On peut faire défiler là depuis le commodo gauche, vous voyez les triples, l'autonomie restante, la température moteur, température de l'air, vous voyez il fait 31 degrés, on a chaud là aujourd'hui, et il y a aussi le niveau d'essence. Donc l'essentiel est là. Là le pare-brise. Alors ce pare-brise, il n'est pas réglable sans outil, donc ça c'est un peu dommage, il faut une clé Allen. Et manque de bol, lorsqu'on regarde sous la selle pour voir s'il y a une caisse, une petite trousse à outils, on constate qu'effectivement il y a bien deux petites clés Allen, sauf que malheureusement elles ne sont pas de la bonne dimension pour dévisser les 4 vis ici, et donc faire jouer à la hauteur de pare-brise sur les 80 mm offerts sur cet équipement. Bon, donc il faudra faire ça à la maison. Là-dessus, c'est dommage parce que les concurrentes, clairement, elles ont des systèmes de pince ici qui permettent de monter et descendre le pare-brise de façon beaucoup plus confortable, beaucoup plus instantanée. Allez, ça va être mon tour de m'élancer, faire le beau pour les photos, si j'ose dire, de manière à vous ramener des belles images, à la fois pour notre article que vous pourrez retrouver sur motonet.com, mais également là des passages vidéo pour agrémenter justement cette vidéo qu'on est en train de faire ensemble. Allez, c'est parti! Alors l'idée évidemment, c'est pas une course de côte, donc on part pas au taquet, d'autant que vous voyez, le revêtement est pas complètement nickel. Alors tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que la machine elle est compacte, facile, elle est bien équilibrée, elle se prend vraiment instantanément en main. On est bien installé, le seul reproche moi que je lui fais, c'est que les repose-pieds sont hauts. Moi je ne mesure qu'1,75 m et j'ai déjà les jambes considérablement recroquevillées. Mes collègues qui sont plus grands que moi, 1,80 m, 1,85 m, sont à l'étroit. On a les cuisses qui se logent bien autour du réservoir de 17 litres 4. Alors 17 litres 4, c'est 2 litres 9 de plus que sur le Roadster, Suzuki ayant soigné l'autonomie donc pour cette moto qui a davantage de vocation routière. Hop, une petite vue de ce réservoir. Franchement, on est vraiment bien installé, mais c'est effectivement une petite moto. Les plus grands vont se sentir un peu à l'étroit à ce niveau-là. Allez, on passe au moteur de cette SV7. Un moteur qui a de l'élasticité, malgré sa conception ancienne, on va dire. À savoir qu'il est capable de descendre en dessous de 2000 tours sur les rapports inférieurs. Et en revanche, il faut le maintenir à 3000 tours sur les rapports supérieurs. En 6e, par exemple, il ne faut pas descendre en dessous de 50 km/h. Donc ça permet malgré tout de pouvoir l'exploiter facilement en agglomération. C'est un moteur qui vibre peu au régime usuel. En revanche, à partir de 6000 tours, on le sent vibrer dans le guidon. Puis ça vient au niveau des pieds, normal, parce qu'il n'y a pas de caoutchouc sur les repose-pieds. Et ça finit par gagner les flancs du réservoir. On lui pardonne, parce qu'à 6000 tours, il a vraiment une belle pêche, beaucoup d'allant. Et c'est là-dessus qu'il se distingue des innombrables bicylindres en ligne qu'on a sur le marché aujourd'hui. À savoir que les bicylindres en ligne sont plus expressifs, un petit peu mieux remplis, mais en revanche ils n'ont pas cette allonge dans les tours que revendique justement ce bloc Suzuki. Alors l'intérêt de ce moteur, c'est qu'effectivement il est souple, il a de la vitalité, il est joyeux et il fait finalement oublier rapidement qu'il ne développe que 73 chevaux. On s'amuse à son guidon, regardez, il pousse jusqu'à sa zone rouge à 10 000 tours, donc on a du répondant. Il se passe quelque chose, c'est un moteur qui a du caractère, de l'allant, et ça c'est agréable. Il y a une transmission bien étagée, la 6e ronronne à 4000 tours à 90 km/h, 1000 tours de plus et vous êtes à 110, et donc vous êtes à 6000 tours à 130 km/h. Comme les rapports sont bien étagés, on n'a pas besoin de trop tricoter du sélecteur, ce qui ne serait pas en soi un véritable problème, parce que la sélection est bonne, précise, il n'y a pas de faux points morts. Et en plus, on a un shifter qui fonctionne très bien à la montée comme à la descente des rapports. Si les suspensions ne font pas de chichi au niveau de leurs spécifications sur la fiche technique, leur compromis se montre très pertinent.
À savoir qu'on a une bonne tenue, on a également du confort, vous voyez, sur des routes bosselées comme ici. Les seules limites apparaissent lorsqu'on est en conduite sportive, où là, le train avant manque de rigidité. La fourche conventionnelle, télescopique, non réglable, a tendance à manifester un petit peu de faiblesse lorsque notamment on sollicite trop les freins. Et pourtant, ces freins, on ne peut pas dire que ça soit des foudres de guerre. Des étriers Tokiko en position axiale, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu sur une moto, et il faut bien avouer que le mordant n'est pas au rendez-vous, la puissance n'est pas extrêmement élevée, et c'est un peu le même topo à l'arrière, hein, où lorsqu'on presse la pédale, eh bien c'est plus un ralentisseur qu'un véritable frein. C'est dommage que pour corriger une trajectoire, un bon frein arrière, c'est quand même toujours agréable. Donc on a un compromis de suspension qui se montre très cohérent, en phase avec la vocation de la machine. En revanche, il ne peut pas être qualifié de watté comme on peut l'attendre sur une véritable routière. Entendez par là que là, les petites successions de bosses que vous avez vues, là, que les collègues vont bientôt de nouveau arpenter, eh bien, laissent retransmettre des vibrations, des secousses sur la machine. La machine va avoir tendance un petit peu à sautiller. Et il va falloir donc la maintenir. Là, je parle vraiment d'un pilotage actif, hein, dynamique. On est en conduite sportive. Sur une conduite plus apaisée, plus balade, on ne rencontre pas ces problèmes et on apprécie que finalement la moto soit bien équilibrée. Il y a une bonne cohésion avant-arrière, les transferts de masse sont bien contenus. Il n'y a que lorsqu'on force le trait, qu'on engage le train avant fort en courbe, qu'on va justement arriver aux limites de cette fourche en termes de maintien. Dans sa deuxième partie finalement de fonctionnement, la fourche n'est pas assez tenue, il lui manque un petit peu de rigueur et ça peut se ressentir justement par des verrouillages de la moto sur l'angle. Donc un tableau dynamique qui laisse apparaître quelques lacunes en conduite vraiment très dynamique, mais des lacunes, j'ai envie de dire, qui sont aisément pardonnables vu le tarif de la moto. Reste que les concurrentes de cette machine offrent des trains roulants d'une qualité supérieure et que forcément ça pourra faire se gratter la tête. Cette SV7 est une moto agile, avec une bonne précision directionnelle, un avant qui répond correctement aux ordres, il n'engage pas, il ne résiste pas. Les seules phases de résistance, comme je vous l'ai dit, c'est en conduite sportive sur les freins. C'est une moto maniable, qui s'inscrit bien dans les petits coins, avec laquelle il est facile de corriger une trajectoire au débeauté. C'est une moto avec laquelle on s'amuse beaucoup et finalement on retrouve vraiment des caractéristiques propres à la SV. C'est une machine qui est stable, entendez par là que son cadre treillé acier, il offre des bonnes performances. On a également une bonne motricité naturelle, pas besoin donc de l'anti-patinage qui est réglable sur 3 niveaux de sensibilité, d'autant que la machine est bien chaussée d'origine avec des Pirelli Angel 2 GT au-dessus de tout soupçon, aussi bien en termes de remontée d'information qu'en termes de grip pure. Bref, on a une machine qui offre vraiment un comportement dynamique à la hauteur de ses prétentions. En revanche, Suzuki aurait pu encore améliorer la chose en optant pour davantage de débattements de suspension. Là on a 125 à l'avant, 129 à l'arrière, comme sur le Roadster. Avec plus de débattements de suspension, on sera allé chercher un petit peu plus de progressivité encore, un petit peu plus de capacité d'absorption, notamment sur les bosses comme on vient de prendre là à l'instant, et ça aurait fait une machine un peu plus GT dans sa philosophie, et après tout c'est ce qu'on demande à un Roadster semi-caréné. Alors que peut-on conclure de ce premier essai de cette SV7 GX? Eh bien que sans surprise, c'est une moto qui présente de nombreuses qualités. Et pour cause, elle s'appuie très largement sur une base éprouvée, celle de la SV650, une moto qui traverse les décennies, j'ai presque envie de dire les siècles, avec toujours autant d'efficacité. La pièce principale, c'est bien entendu son moteur, le V-Twin de 645 cm3, qui délivre ses 73 chevaux de façon joyeuse, qui délivre également ses 64 Nm de couple avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'allant. C'est une moto qui présente une courbe d'expression un petit peu en escalier, c'est-à-dire qu'il y a des caps 3000, 5000, 7000, jusqu'à la rupture à 10 000. Et cette courbe en escalier lui procure du caractère. Ce V-Twin n'est pas linéaire et c'est ce qui le rend expressif, c'est ce qui le rend joyeux, c'est ce qui lui donne justement cette joie de vivre. Et nous, ce qu'on aime à Motonet, c'est que malgré les normes, le poids des normes qui s'appuient sur lui depuis 25 ans, eh bien ce moteur garde la tête haute, il garde du punch. Bien sûr qu'il a moins de répondants, bien sûr qu'il est moins explosif que les versions qu'on a pu tester il y a plus de 20 ans avec les carburateurs. Moi, j'ai fait partie des acheteurs justement des premières générations de SV lorsque je venais tout juste d'avoir mon permis. Et c'est sûr que le moteur avait davantage de punch. Cependant, on peut affirmer sans se tromper que
dans les tours, il aura clairement une carte à jouer face aux innombrables billes en ligne, que ce soit celui de la Tracer 7 comme celui de la Versys 650 par exemple, du côté des compatriotes japonais. La partie cycle est conforme à ce qu'on attendait et pour cause, Suzuki n'a rien changé dessus. On a le même cadre, les mêmes trains roulants. On a également des pneus étroits, 160 à l'arrière, qui expliquent aussi l'agilité confondante de la moto, que ce soit moteur coupé, où elle est vraiment très facile à manier avec ses 211 kg, que lorsqu'on la manipule dans les virages, les successions, les épingles. Cependant, il est vrai que Suzuki aurait pu aller plus loin dans la démarche, en augmentant notamment le débattement des suspensions, de façon à lui donner plus de polyvalence sur le bosselet, de meilleures capacités d'absorption, et ça aurait profité au confort général, à l'agrément général, et ça aurait permis à la moto de revendiquer une stature davantage GT. Ici, on comprend rapidement qu'on est sur un roadster caréné et pas sur une machine intermédiaire typée crossover, comme on peut le voir chez certaines de ses concurrentes. On note également des détails de conception datés qui mériteraient d'être revus, peaufinés, notamment l'insertion de cette boucle arrière avec le top case. On peut également s'interroger sur la pertinence d'avoir conservé ce train avant classique, très conventionnel, qui certes fonctionne bien dans la plupart des cas, mais qui montre quand même des limites en conduite sportive, qui montre également des limites au niveau du freinage, qui a quand même un toucher assez spongieux, une puissance limitée, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs. Ça, c'est des caractéristiques propres à la SV, et on peut quand même le corriger à l'avant, ça je vous parle d'expérience, en installant d'autres plaquettes. N'empêche que certaines rivales proposent des trains avant autrement plus affûtés. En revanche, pour contrebalancer cette argumentation, on peut également tirer notre chapeau aux ingénieurs de Suzuki qui arrivent avec des éléments basiques à faire une moto redoutablement bien équilibrée, homogène et efficace. Alors oui, c'est pas la plus sportive de la bande, c'est une évidence. En revanche, là, on a pu s'en apercevoir au travers de cet essai de 200 km sur toutes sortes de petites routes, la machine, elle répond présent en toutes circonstances. Elle est homogène, elle n'a pas de mauvaise surprise, elle n'engage pas, elle résiste pas. Son niveau de confort est suffisant, même si le rembourrage de sa selle sur le long terme finira également par laisser apparaître certaines lacunes. Et au final, eh bien, on prend beaucoup de plaisir au guidon de cette moto. Il ne lui manque finalement que quelques caractéristiques un peu plus travaillées pour justement asseoir ses capacités routières. Passons maintenant au panorama des rivales de cette SV7 GX, à commencer par la Honda NC750X, une moto un peu plus utilitaire dans sa définition, qui développe 59 chevaux et 69 Nm de couple grâce à son bicylindre, une moto qui pèse 226 kg, parce que aussi elle a le DCT, donc le double embrayage cher à Honda, qui s'apparente à une boîte automatique de série. C'est une machine qui s'affiche à 8 999 €, donc un petit peu plus cher que cette Suzuki, mais elle propose aussi d'autres aspects pratiques, notamment son génial coffre réservoir. Vient ensuite la Kawasaki Versys 650 qui reprend exactement la même philosophie que cette Suzuki, à savoir un roadster transformé en GT. On a un twin parallèle de 67 chevaux qui développe 61 Nm. C'est une moto qui pèse 219 kg, qui s'affiche actuellement à 8 499 €. Donc vous voyez, en termes de prix, c'est vraiment à touche-touche. Vient ensuite la Triumph Sport 660 qui vient d'être renouvelée pour ce millésime 2026 et dont le 3 cylindres a gagné 14 chevaux pour désormais afficher 95 chevaux. Donc évidemment, là, il y a quand même un gros ascendant, 22 chevaux d'écart sur la Suzuki, ça va forcément se ressentir. Le 3 pattes délivre également plus de couple, 68 Nm. C'est une moto qui parvient à rester légère, la Triumph, malgré son architecture moteur, 211 kg, exactement pareil. Par contre, c'est une moto qui va être plus chère. Elle est affichée actuellement à 9 995 €. Mais pour le coup, effectivement, il y a davantage de techno, des trains roulants plus incisifs également, et d'autres arguments en termes de confort. Vient la référence de la catégorie, la Tracer 7, également dérivée d'un roadster, la MT-07 de chez Yamaha. Son bicylindre développe 73,4 chevaux et 68 Nm. Des valeurs vraiment très similaires à cette Suzuki. La Yamaha ne pèse que 203 kg, c'est l'une de ses qualités, sa légèreté. En revanche, elle démarre à 9 999 €, c'est-à-dire 2 000 € plus cher que la version d'accès de cette SV7 GX. Là, pour le coup, avec 2 000 € d'écart, on est quand même tenté de regarder d'un autre œil les lacunes que j'ai pu vous citer sur cette moto, notamment en termes de finition ou encore d'équipement. Reste que la Yamaha, elle a atteint un niveau justement d'agrément, de proposition qui est quand même assez élevé, avec notamment une meilleure protection, un pare-brise qui se règle facilement avec une pince, un écran plus grand, davantage de confort. Bref, elle place quand même la barre assez haut. Cette Tracer 7, elle est quand même très aboutie. On peut inclure aussi dans ce panorama, de façon un peu détournée,
la zone test 703F Touring. Alors, c'est davantage un trail qu'un roadster transformé en GT, puisqu'elle a une roue avant en 19 pouces. Cependant, elle démarre à 7 499 €. Donc là, pour le coup, on est quand même dans le match en termes de prix, alors qu'elle a un 3 cylindres de 95 chevaux et 76 Nm. Donc vous voyez, en termes de performance, la chinoise, elle se place là. En revanche, elle pèse 236 kg, elle est plus haute, plus enveloppante. Cependant, on a jugé utile de l'ajouter dans ce panorama des rivales de la SV7 GX. J'espère que vous avez apprécié cet essai, qu'il répond à toutes vos questions, en tout cas à la plupart de vos questions que vous vous posez par rapport à cette nouveauté Suzuki. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations ou de vos remarques à travers les commentaires. Mathieu et moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Restez connectés jusqu'au prochain essai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à partager ce contenu de manière à nous aider à valoriser notre travail. Et je vous dis bonne route!